avec ma review de SummerSlam. Avant de démarrer et de parler du show en lui-même, vous avez peut-être remarqué, vous avez cliqué sur la boîte de texte en dessous. J'ai rajouté un truc par rapport à mes précédentes reviews. Il s'agit de notes sur 20, d'un coef et d'une note totale du pay-per-view. Je vais juste parler de ça très rapidement, c'est un truc que je pense garder pour les prochaines reviews. Alors la note sur 20, ça correspond un peu à ce que j'avais dit dans une autre vidéo qui s'appelle Évaluer un match de catch. C'est une vidéo un peu intellectuelle, mais bon bref, accrochez-vous si vous voulez la regarder. En fait, la note sur 5, que je conserve quand même, permet d'évaluer le match ou de le situer, si vous voulez, par rapport à l'ensemble des matchs qui n'ont jamais existé. Puisque l'idée d'une note sur 5, c'est que deux matchs qui ont par exemple 4,5 sont censés à peu près se valoir. Alors que la note sur 20 évalue le match seul en lui-même sans le comparer à d'autres choses, plus en le comparant à ce qu'il était supposé proposer, ou ce qu'on pouvait attendre de lui, à quel point il a rempli son contrat, tout ça, si on veut le dire simplement. Voilà. Alors vous allez mieux comprendre, je pense, ce que j'entends par la note sur 20 à travers mes commentaires de cette vidéo et des autres. Mais voilà, c'est assez différent. Dans l'idée, un squash qui peut avoir 20 sur 20 parce que c'est parfait en tant que squash, aura peut-être 3 en étoile, ce qui ne transcrit pas à quel point il était kiffant dans son contrat, si vous voulez. Et après, le coef me permet en fait de calculer la moyenne du pay-per-view en étant juste. C'est-à-dire que le coef, je le calcule par rapport à l'importance du match aux yeux des fans et du temps d'antenne accordé au match. Donc voilà, forcément, pas donner autant de poids à un match de 5 minutes entre deux lutteurs dont on se branle qu'un main event d'une demi-heure qui a priori était la raison pour laquelle on a pu regarder le pay-per-view. Voilà. Tout ça, vous allez peut-être mieux comprendre quand je vais parler des matchs, donc allons-y. Le SummerSlam de 2013, ça a commencé avec Bray Wyatt contre Kane dans un Ring on Fire match. Alors, je ne vais pas trop détaillé. Ce que je peux dire dans ce match, c'est que le gros problème en ce qui me concerne, c'est que l'action elle était reléguée au moins au second plan, voire même au troisième plan, et que passer le côté un peu original et assez beau esthétiquement, ça va de voir des flammes, c'était sympathique, je trouvais que c'était plutôt vide et assez chiant, surtout qu'en plus le match a duré 8 minutes et ces deux lutteurs là, si vous voulez, dans tout ce qui concerne Bray Wyatt et Kane, ça a eu 15 minutes. 8 minutes de match pour 15 minutes de temps d'antenne, ça fait un ratio assez faible, qui plus est pour un opener qui est souvent le genre de match qui est censé chauffer la foule, et même si là on avait des flammes, personnellement ça m'a plutôt refroidi après des intros un peu comme ça qui montrent toute l'ambition que la WWE met autour de ce SummerSlam qui se veut être donc le deuxième show de l'année après WrestleMania. Donc voilà, un match pour ma part pas mal raté. On peut se poser la question pourquoi ils ont voulu mettre Bray Wyatt dans un match comme ça. Un match qui, quelque part, mettait l'action, comme je disais, au deuxième ou au troisième plan. Peut-être que c'est pour masquer des faiblesses qu'il a, j'en sais rien. Peut-être que c'est pour vraiment créer une mythologie autour de lui et de le mettre à part. Quelque part, voilà, on ne peut pas comparer ce match-là avec n'importe quel autre match. C'est assez difficile de le noter d'ailleurs sur 5, à ce niveau-là. Peut-être aussi pour éviter que le public chante Husky Harris, c'était arrivé à Raw, malheureusement. Bon là, avec les flammes et les trucs, on pouvait penser que ça n'allait pas arriver, et c'est pas arrivé d'ailleurs. Donc voilà, tout est-il que bon, l'action, on avait plus l'impression de se concentrer sur les flammes, sur les deux gugus qui essaient de rentrer plus qu'autre chose. Donc, en tant que match, on peut dire que c'est plutôt faible. Très difficile de le noter, en tout cas, je lui ai mis 7 sur 20, vous voyez. C'est que même en tant que distraction, c'était pas vraiment bon, et surtout en tant qu'opener, plutôt mauvais. Ensuite, d'ailleurs, on a pris pas mal de temps pour certainement désinstaller le matos pour faire ces flammes-là, ce qui fait qu'on a eu le panel qui était en haut, là, avec Josh Matthews, Shawn Michaels, Booker T et Vicky Guerrero, je crois. Une promo de Paul Heyman de rediffuser apparemment du pre-show qui était pas mal, la promo de Damien Sandow en allant vers le ring, donc ça a pris un peu de temps, certainement l'explication pour laquelle le Ring on Fire match était en premier, probablement pour pas perdre de temps après le match, donc ça il n'y avait pas de possibilité à moins de le mettre en main event, ça aurait été quand même bizarre pour désinstaller le matériel, mais pas aussi perdre du temps pour le temps qu'ils mettent le matériel en place. Enfin bref, je suppose que c'est pour ça qu'on a eu ce mauvais choix d'opener en fait. Deuxième match, Cody Rhodes-Sandow, qui aurait certainement été meilleur en opener parce que c'est un match beaucoup plus vivant, dynamique, un peu court par rapport à l'importance des lutteurs et de leur rivalité, je pense. Assez intense, on a vraiment eu l'impression que Cody Rhodes a mis un surplus d'agressivité dans son jeu sur ce match-là, ce qui est logique par rapport à sa rivalité avec Sandow. Maintenant, c'est un peu trop banal. Il y a un petit goût de squash aussi dans ce match-là parce que finalement, Sandow n'a jamais été en position d'inquiéter Cody Rhodes, ce qui est quand même un problème quand on a un match avec une rivalité comme ça. Qui plus est avec Sandow qui a priori a un bel avenir. Bon après ça veut rien dire parce que là je crois qu'il y a un an à peu près on avait Ziggler qui se faisait squasher par Brodus Clay. Vous voyez un an après
ce qui s'est passé pour ces deux lutteurs, donc ça veut rien dire que Sandow se soit presque fait squasher dans ce match. Bon, je vois-t-il que j'étais un peu déçu, ça avait plus une saveur Raw ou SmackDown que pay-per-view, mais c'est pas vraiment de la faute des lutteurs, c'est plus de la faute du booking, du temps d'antenne, ce genre de choses. C'est très difficile encore de noter, mais je pense pas pouvoir mettre plus que 13 sur 20 parce que sur un match de 6-7 minutes, il y avait moyen de faire mieux en allant plus avec un rythme élevé. Maintenant, c'était pas ennuyeux du tout. Après, on passe à le premier super match de la soirée, Del Rio Christian. Avant le match, on a eu quelque chose d'assez étonnant. C'est une vidéo rétrospective de la carrière de Christian, assez étonnante comme ça. D'habitude, on met ça quand il y a un lutteur qui annonce sa retraite ou je sais pas quoi. Alors, pourquoi on a eu cette vidéo qui était assez cool? Je pense que en fait, Christian fait partie de ces lutteurs. Si vous voulez les aimer vraiment à leur juste valeur, il faut forcément les aimer pour l'ensemble de leur œuvre. Il n'arrive pas sur ce match-là avec un gros momentum ou quoi que ce soit, donc peut-être pour nous donner envie de le voir gagner, il fallait remettre Christian justement sur l'ensemble de sa carrière, l'ensemble de son œuvre, avec un lutteur qui s'est pas mal renouvelé, qui a pris des risques en allant à la TNA, tout ça, et qui à l'arrivée peut être fier de ce qu'il a accompli malgré qu'il n'ait jamais été une super grande star. Bref, ça c'était un détail. Le match maintenant, extraordinaire, mais pas spécialement grâce à Christian. Christian a fait un bon match, mais Del Rio a fait, je trouve, une performance exceptionnelle. Une fois de plus, ça devient routinier. Personnellement, jusqu'à il y a encore 3-4 mois, Del Rio, je m'en foutais royalement. Et là, ça devient un des lutteurs sur lequel je compte le plus. Je pense qu'avec ce match-là, avec la performance qu'il a fait dans ce match-là, on peut considérer Del Rio comme peut-être le numéro 3 actuellement dans le roster de WWE sur l'année 2013, après Bryan et Punk, je dirais, comme le MVP de l'année, si vous voulez. Il serait 3e. Alors pourquoi il était bon ce match-là en quelques mots? Gros rythme sur quand même une assez longue période de temps, ça a duré peut-être 13, 14, 15 minutes dans ces eaux-là. Grosse intensité aussi, ça avait l'air stiff, ça avait l'air violent, et je pense que ça l'était, avec beaucoup de moves. Le gros rythme aussi est fait par le fait, a été provoqué par le fait que c'est un match qui est très à toi à moi, il n'y a pas eu de séquence de domination, où le rythme peut ralentir. Là, à chaque fois qu'un lutteur prenait l'avantage, il n'arrivait pas à le confirmer ensuite, du coup l'autre revenait avec tout ça. Souvent quand on a ça, on a un problème de selling, parce que ça fait des matchs un peu déstructurés. Mais là on n'a pas vraiment eu ça, on a quand même une impression de progression avec notamment le truc sur le bras de Christian. Del Rio a pas mal ajouté aussi avec son attitude, son acting, son espèce de charisme qu'il arrive à se donner en ce moment. Donc vraiment, voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux sur un match qui a duré à peu près 14 minutes. On peut se poser la question, est-ce qu'ils auraient pu avoir un tel rythme s'ils avaient eu, mettons, 10 minutes de plus? Je ne pense pas. Donc peut-être que c'est exactement le rythme qui convenait, le temps d'antenne qui convenait à ce que ces deux lutteurs-là sont capables de faire. En tout cas, c'était une belle surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce match-là atteigne un tel niveau. C'est à peu près aussi bon, voire peut-être même meilleur que ce que Del Rio a eu avec Ziggler dernièrement, ce qui était déjà un top niveau. Donc combat très fun, très dynamique, assez intense, avec une perf. Vraiment, peut-être la meilleure perf pour l'instant de Del Rio dans un match, mais il en a eu des très belles cette année avec Ziggler et aussi avec Big Show au début de l'année, notamment le match à SmackDown où il est devenu champion. Alors ensuite, à nouveau on a mis en avant des trucs qui sont là pour nous faire comprendre que SummerSlam c'est spécial, avec le SummerSlam Access, avec toutes sortes de choses. Bref, on a eu un match féminin ensuite, plutôt bon pour un match féminin de la WWE. Voilà, mais c'est un petit combat de 4 minutes, un truc comme ça. Mais voilà, je souligne que c'était un bon match féminin. Voilà, après, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. On a eu un segment avec Ryback aussi, avec sa Gaspacho, là, c'était pas mal. Ça sert à pas grand chose en pay-per-view, mais bon, ça permet de se rendre compte aussi de la profondeur du roster. On se dit que dans ce pay-per-view là, qui est un excellent pay-per-view, je peux le dire déjà maintenant, on n'a pas utilisé certains lutteurs comme Ryback, comme Sheamus, il était blessé je crois, comme Antonio Cesaro ou d'autres, qui sont très bons lutteurs. Donc arriver à un tel niveau de pay-per-view sans utiliser certains de vos meilleurs talents, aussi de Shield, ça donne encore plus une impression, ça a fait forte impression sur ce pay-per-view. Alors ensuite, Brock Lesnar, on va arriver sur les 3 derniers matchs, dont 2, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que ce sont 2 classiques. Brock Lesnar Punk et Bryan Cena sont 2 matchs dont on parlera encore, je pense, dans 10 ans, 15 ans, comme les matchs marquants de la période qu'on est en train de vivre, grosso modo, les débuts des années 2010. Début des années 2010. Alors Brock Lesnar Punk, alors en plus un truc qui était bien, c'est qu'ils ont été très bons dans 2 genres différents. Brock Lesnar Punk, c'était surtout un truc très brutal, très intense,
où ils ont utilisé à plein pot la stipulation et le fait qu'il y avait une grosse rivalité derrière et tout ça, la particularité des deux lutteurs, tout ça. Moi j'ai préféré le Bryan Cena parce que je pense que ce qu'ils ont réussi à faire était peut-être plus rare, ou plus difficile à faire, ou je sais pas. Et il y avait plein de petites choses que j'ai aimées, je vous en reparlerai après. Mais Brock Lesnar Punk, a priori sur internet, a remporté plus de suffrages. Il y a plus de gens qui ont aimé Brock Lesnar Punk à Bryan Cena. Alors, bon, le point fort principal c'est l'intensité. Et je souligne que l'intensité a été créée pas mal par ce côté un peu chaotique. C'est-à-dire que ça faisait pas un match très propre comme ça avec une exécution de move où on sent que les deux lutteurs collaborent. On a vraiment l'impression que les mecs se mettaient des vrais coups quand ils se mettaient des coups au visage, des vraies projections. Je pense, on se souvient tous du moment où Lesnar projette Punk sur une table où il avait pas enlevé les télés et on a l'impression que Punk se ramasse, mais vraiment n'importe comment. Ça contribue à créer une impression de chaos comme ça qui je trouve assez kiffante dans un match. Maintenant le défaut, ça c'était le principal point fort. Le principal défaut, je pense qu'il y a eu un petit excès d'utilisation de Paul Heyman. Il y avait eu un peu ça dans le Steel Cage match entre Lesnar et Triple H à Extreme Rules, qui avait été un excellent match je trouve aussi, à peu près du même niveau. Mais dans celui-ci, ce qui me gêne, c'est que plusieurs fois on a l'impression que Punk peut éliminer Heyman et qu'il n'a pas l'air dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il a Lesnar plus ou moins KO derrière lui et on a l'impression qu'il prend son temps. Ça fait un peu naïf ça. Enfin voilà. Quand ça arrivait, on se disait il va se faire attaquer par derrière par Lesnar automatiquement puisqu'il met trop de temps à se débarrasser de Paul Heyman. Alors même si on se dit bon ok, il veut savourer le moment où il peut enfin mettre la main sur Paul Heyman, d'un autre côté ça a eu lieu plusieurs fois et ça donnait l'impression que finalement la WWE voulait vraiment faire paraître Punk comme le meilleur. Il aurait pu gagner s'il s'était donné un peu plus dans ses interventions de Paul Heyman, s'il avait éliminé du match entre guillemets plus rapidement. J'aurais bien aimé qu'il le fasse et qu'on ait une victoire plus nette, peut-être de Lesnar à la limite, mais là il y a eu plein de near falls qui ont été cassés, en fait, enfin de tombées qui ont été cassées par Paul Heyman après que Punk ait eu l'occasion d'éliminer Paul Heyman, ce qui était gênant parce que du coup on avait l'impression que Punk était un petit peu soft et naïf sur plusieurs moments alors que le match à côté de ça était très violent et brutal et intense et on avait l'impression que les mecs étaient à fond. C'est un peu un décalage qui m'a pas trop plu. C'est le seul défaut que je retrouve au match, ça n'empêche pas que c'était un super match. Comme je dis, un classique, ça sera certainement dans le top 10 de l'année pour la WWE et peut-être, qui sait, dans le top, je sais pas moi, top 50 de la décennie ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Super match. Encore une belle perf de Brock qui se donne à fond sur ces quelques matchs. Ça fait plaisir aussi parce qu'on aurait pu croire que le gars allait vouloir toucher son chèque et rentrer chez lui. Bon voilà, quand même, il se donne à fond, on peut le dire. Alors, entre les deux classiques que sont Brock Lesnar, Punk et Bryan Cena, on a eu ma grosse déception du pay-per-view avec le Ring on Fire. Un match que j'avais un petit peu annoncé, enfin que j'avais espéré dans une autre vidéo. C'était un match mixte qui permettait d'utiliser de façon peut-être plus visible les divas. Et voilà. Mais le problème c'est que c'était un match mixte. Mais en réalité, j'ai pas trouvé qu'ils aient mixé les divisions dans ce match-là. On a eu l'impression d'avoir d'un côté Ziggler, Langston, et de l'autre les divas qui sont en train de se battre. Il y en a eu vraiment très peu d'interactions entre en fait une femme avec un lutteur homme. Et c'est dommage, surtout de ne pas avoir eu un moment dans le ring entre Ziggler et AJ. Je pense que c'était vraiment le truc que les gens attendaient. Bref. Donc il n'y a pas eu ce côté intéressant en fait dans le mix. Donc encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous voulez voir un bon match mixte à la WWE, enfin WWF en l'occurrence, c'est à WrestleMania 14, il y a eu un match mixte moi qui m'avait plu. Alors je sais plus, peut-être faudrait que je le revoie, ça se trouve il n'était pas terrible. Bref. Et donc enfin, Bryan Cena, le match de la soirée en ce qui me concerne, même je vais dire le match de l'année pour l'instant, le meilleur match à mon sens de l'année pour la WWE. Dans la note du match, je ne prends pas en compte le segment avec Randy Orton, le heel turn de Triple H, tout ça, j'en reparlerai juste après. Vraiment, le match Bryan Cena, je pense qu'ils ont fait en sorte de ne pas venir polluer le match avec cette histoire de heel turn de Triple H, tout ça, et de vraiment avoir le match d'abord, et ensuite on passera à autre chose. Et on a eu le match où Cena perd clean, de façon en plus assez surprenante, puisque c'est sur un tombé, sur un non-finisher, quelque chose que j'ai adoré, parce que j'espère que ça ne deviendra pas un finisher, ce running knee. Enfin, je sais pas comment l'appeler ce move, mais moi j'appelle ça un running knee pour l'instant. J'espère que ça ne deviendra pas un finisher, parce que ça permettra de mettre en avant le fait que, quelquefois, même si ça n'arrive pas tout le temps, si c'est rare, même il faut que ça arrive quelquefois,
Si quelquefois un match de WWE peut se terminer sur un non-finisher, là on va pouvoir embarquer sur des big moves qui ne sont pas des finishers et les near falls qui sont derrière. Parce que personnellement, moi j'ai l'impression, autant dans le puro, qu'un match peut se finir sur à peu près n'importe quel move, y compris un gros elbow, ça arrive. Autant à WWE, c'est forcément soit sur une situation avec un coup de chaise ou une distraction ou un small package ou je sais pas quoi, soit sur un finisher. Or là, c'était ni l'un ni l'autre, c'était autre chose et c'était quelque chose qu'on voit quasiment jamais à WWE, que j'ai peut-être jamais vu. Franchement, aussi loin que je peux me rappeler, je crois avoir jamais vu un main event de pay-per-view avec cette importance-là se finir sur un truc comme ça. Alors ça peut paraître, peut-être certains ont trouvé que c'était abrupt. Maintenant, ça faisait un moment qu'il tournait autour de la fin du match avec des near falls et tout ça. Et je trouve que comme c'est logique, j'ai pas trouvé ça abrupt. En plus, c'est arrivé sur un moment assez climatique dans le match. Donc ça a pas trop eu un côté un peu... oula bah tiens c'est fini là, merde c'est con, j'étais pas dedans. Quoi. Donc là au moins, ça a quand même eu son impact. Maintenant, c'est clair que comme c'est un des premiers matchs qui propose ça, mais il y avait eu le Del Rio Ziggler aussi qui avait eu ça à Payback. S'ils arrivent à mettre en place cette idée qu'un match peut se finir sur autre chose qu'un finisher, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Donc déjà, d'un point de vue bénéfice pour la fédération, ce match-là, il est très fort pour ça, et aussi bien sûr sur le fait que ça a créé quelque part une nouvelle star dans la légitimité in kayfabe en la personne de Daniel Bryan, puisqu'il a battu clean le numéro 1 de la fédération in kayfabe, John Cena, qui avait battu donc The Rock, clean, etc. Donc bref, c'est quand même le numéro 1. Alors en plus de ça, le match était excellent. Un truc qu'il faut remarquer, c'est que Cena a largement rivalisé, j'insiste, avec Bryan d'un point de vue in-ring dans ce match. Ce qui est quand même pas évident, puisqu'au début du match, il y avait quand même encore des boulets, il faut bien les appeler par leur nom, hein, qui chantaient You Can't Wrestle. Si avec ce match-là, ils ne sont pas convaincus, ils ne le seront jamais, donc c'est pas la peine de venir nous faire chier. Il a fait un match exceptionnel, Cena, et je pense pas qu'un Hulk Hogan ou un The Rock, ou un Goldberg par exemple, aurait été capable d'hausser à ce point-là leur niveau pour proposer un match de cette qualité-là d'un point de vue technique. Après, évidemment, Bryan est meilleur que lui techniquement, parce qu'il peut renouveler ses performances-là plus longtemps, plus souvent. Mais quand même, il fallait souligner, je pense que si tu es capable de le faire une fois, bon, c'est quand même déjà une perf, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je pense qu'avec des gars comme Shawn Michaels ou CM Punk, il avait déjà donné une belle perf. A priori, beaucoup de gens reprochent à Cena d'avoir des mauvais matchs de temps en temps, mais à la limite, je préfère avoir un gars qui fait des mauvais matchs et des tueries de temps en temps, qu'un match un petit peu trop, qu'un lutteur un petit peu comme ça, toujours moyen. Il y en a eu, et voilà. Ryback, je pense, est plus du côté moyen et moins showstopper. Cena, c'est plus le showstopper. Et il a beaucoup apporté dans ce match-là, dans la dimension psychologique, le selling, l'acting, chose que Bryan est capable de faire, mais qu'il n'a pas tellement fait dans ce match-là, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et aussi dans les choix de changement de rythme et tout ça, Cena a été pas mal actif. En fait, c'est pas vraiment un match où Bryan a fait un carry job, où il a porté le match sur ses épaules, c'est lui qui a pris les décisions. C'est un match qui s'est fait vraiment à deux. Alors bien sûr, il faudrait le revoir plusieurs fois, il faudrait peut-être faire une analyse plus fine pour savoir vraiment lequel des deux a le plus contribué à la qualité du match. Je pense que chacun ont eu leur truc à eux, chacun, peut-être Bryan a réussi à donner plus d'explosivité dans ses phases offensives, mais Cena a peut-être mieux géré le temps, mieux géré le côté justement peut-être divertissement, et enlevé ce côté un peu indie que peut avoir Bryan parfois, parce que les indies, moi ce que je reproche, c'est que ça te fait un peu trop une exhibition de moves, quoi. Les mecs se la pètent avec t'as vu comment je suis Steve, t'as vu tous les moves que je suis capable de faire, sauf que des fois ça ressemble même plus à un match, on a l'impression d'avoir une chorégraphie. Au moins là on n'a pas ce côté là, donc ils ont vraiment une bonne alchimie. C'est assez d'ailleurs étonnant de voir à quel point Cena arrive à avoir une bonne alchimie avec des lutteurs de type indie. Cena avec The Rock, on aurait pu dire deux entertainers, ça va faire une tuerie, et ça a fait deux mauvais matchs. Cena avec Punk ou avec Bryan, ça fonctionne, c'est assez étonnant. Et ça avait fonctionné aussi avec Shawn Michaels, qui n'est pas vraiment un lutteur indie, mais disons qu'il y a un lutteur quand même avec côté plus exhibition, plus j'essaye de varier ma moveset. Donc voilà. Il y a plein de choses à dire sur ce match-là. En tout cas, techniquement, c'était excellent, principalement parce que c'était très accroché. Il y a eu quasiment aucun moment où on a l'impression qu'un lutteur se laissait faire pour que l'autre exécute un move, où les deux lutteurs collaboraient pour exécuter un spot marquant ou quoi que ce soit. Il y a eu même un côté presque old school par moment. C'était vraiment un match extraordinaire. Voilà. Je sais que la plupart des gens ont préféré le Brock Lesnar Punk. Je pense qu'il est plus flashy parce qu'il y a vraiment des moments marquants, notamment quand Brock a Punk sur ses épaules et tire comme ça, il dit hey man let it go, je sais pas quoi. Celui-ci il est peut-être plus solide sur l'ensemble avec un peu moins de moments comme ça qui sortent, mais ça reste pour moi une grosse tuerie. Et alors, ensuite, je ne l'ai pas pris dans la note du match, mais c'est quelque chose dont je vais me servir pour gonfler un peu la note moyenne du pay-per-view si je prends la note des matchs avec leur coef et que je fais la moyenne.
Je me permets de faire varier la note du pay-per-view sur ce genre de trucs. Et franchement, le segment final avec le heel turn de Triple H et Orton et tout ça donne encore plus, alors qu'ils n'en avaient pas besoin, une dimension historique au pay-per-view. Sincèrement, ce segment-là, ils auraient pu se le garder pour peut-être le Raw du lendemain, qui sait, je sais pas comment ils auraient pu le faire, en essayant de dispatcher finalement leur grand moment sur plusieurs shows. Là, ils ont vraiment voulu nous en mettre plein la gueule dans le pay-per-view SummerSlam, et j'aime bien ça. C'est comme à WrestleMania, ils essayent de mettre le maximum de choses dans ce pay-per-view. Voilà, je trouve que c'est bien. En plus, moi personnellement, je l'ai pas vu venir. Et ne pas voir venir un truc que j'attendais depuis des années, c'est le heel turn de Triple H. C'est forcément un kiff, parce que j'adore Triple H en heel. Je pense que la plupart des gens qui aiment Triple H, ou même la plupart des gens d'ailleurs tout court, trouvent que Triple H est un bon heel, même les détracteurs de Triple H dans son travail in-ring. De retrouver cette gueule, parce qu'il l'a fait, sa tête de heel à la fin, là, quand il lève le bras de Orton, il a changé tout de suite d'attitude, et tout de suite on retrouve... Enfin, bon. Je pense que c'est un mark time pour tous les gens qui aiment Triple H, ou qui ont connu Triple H dans ses grandes heures de heel en 2000-2001 par là. Voilà. Après, en plus de ça, je trouve que ça... finalement, on a eu un moment historique avec Bryan qui devient la nouvelle star, le numéro 1 in kayfabe à nouveau, et le fait que ce numéro 1 se retrouve dans la course pour le titre, face à un gars qui est tout quand même relativement légendaire, Orton, et avec Triple H dans la rivalité, tout ça, ça donne envie de voir la suite. On a l'impression d'avoir un avant et un après. Et je trouve que un avant et un après SummerSlam. Et je trouve que c'est quelque chose que la WWE n'arrive pas à créer si souvent que ça. En tout cas, moins souvent que par exemple dans les années 90 ou un petit peu moins aussi dans les années 2000. D'avoir vraiment des pay-per-view qui marquent un avant et un après. Ils le font quand même un petit peu. Je dirais que ça arrive 1 ou 2 fois par an maintenant. Notamment, c'était arrivé avec Money in the Bank 2011. Mais là vraiment, voilà, ça marque un tournant dans la hiérarchie du roster, dans le rôle que les lutteurs ont et voilà leur place. Enfin, c'est une super façon de finir un pay-per-view qui était de toute façon exceptionnel, puisqu'on a 3 matchs qui sont des matchs of the year candidate. Bon, 2 plus que le troisième c'est le Del Rio Christian, mais vraiment 3 matchs qui devraient à mon avis probablement finir dans le top 10 des meilleurs matchs de la WWE cette année. 3 dans le même pay-per-view, je veux dire, on peut pas demander beaucoup mieux. Ça ressemble beaucoup à Extreme Rules 2012 où on a vu là aussi 3 bons matchs. Et je crois que les 3 matchs ici sont encore meilleurs que les 3 excellents de Extreme Rules 2012. Alors justement, en parlant de ces 2 pay-per-views là, je pense qu'on a là 2 des meilleurs pay-per-views de tous les temps. Alors, des meilleurs de tous les temps, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire par exemple parmi les 20 meilleurs de tous les temps. Et je vais même vous dire une chose. J'ai fait il y a un an une vidéo retraçant les 25 premières éditions de SummerSlam, les 25 ans de SummerSlam, où je les ai classés. Et sincèrement, ce SummerSlam 2013, bon, je l'ai vu qu'une seule fois, donc voilà, toute réserve gardée, mais je pense que j'affirme volontiers que c'est le meilleur SummerSlam de tous les temps. Voilà, meilleur que le 2002, parce que le 2002 a des classiques un petit peu discutables, comme Triple H, Shawn Michaels, qui a un côté un peu spot-fest à la con par moment, puis par d'autres moments il est excellent. Voilà, bon, bref, d'autres SummerSlam qui sont très bons. Je pense que c'est le meilleur SummerSlam. Après, est-ce que c'est le meilleur pay-per-view de tous les temps? J'en sais rien. C'est difficile de dire ça sur un pay-per-view qui vient d'avoir lieu, parce que tout de suite on passe pour un peu un marque de l'époque ou un truc comme ça. On pourra en reparler dans quelques années, mais en tout cas, c'est un prétendant à ce titre de meilleur pay-per-view de tous les temps, si c'est un titre qui puisse exister. Voilà. Donc 16,5 sur 20 avec ma note moyenne que j'ai gonflée. Finalement, si je divise le nombre de points, enfin, si je multiplie les coefs par les notes sur 20 et que je divise par le nombre de notes avec leur coef, j'obtiens 16. Donc je gonfle d'un demi-point. Je pense que c'est pas abusé, franchement, avec le côté historique, le côté... Voilà, toutes les vidéos promo ont été bien faites, les commentaires ont été très bons, j'adore JBL. Voilà, il y a juste eu de mise en note. Est-ce que ça servait à grand chose? Non, parce qu'on avait Josh Matthews et son panel, et que The Miz est censé être quelqu'un de plutôt arrogant et de mettre en valeur les autres lutteurs en annonçant The Beast contre The Best alors qu'il est censé croire que c'est lui The Best. J'ai pas trouvé que ça servait son personnage, et j'ai pas trouvé que ça servait non plus le spectateur sur le kiff du moment. Donc, à part ça, et peut-être le choix d'ordre des matchs avec le Ring on Fire en premier, j'ai pas grand chose à dire sur le pay-per-view, donc je me permets de gonfler la note et arriver à 16,5 sur 20, ce qui est une moyenne très haute. C'est la première fois que je fais cette moyenne là, donc peut-être vous vous rendez pas compte, et c'est très rare à mon avis qu'un pay-per-view puisse dépasser 15 sur 20. Donc là 16,5 c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan depuis longtemps de la WWE ou quoi, il faut vraiment se rendre compte qu'on est en train, à mon sens, de vivre une excellente année 2013. Je pense que c'est la meilleure année. Bon, elle n'est pas finie, elle peut très bien se casser la gueule, hein, voilà. Mais là, depuis quelques mois, et particulièrement, je dirais juillet-août, on a une WWE qui est la meilleure fédération au monde sur juillet-août. Après,
ce qu'ils sont capables de le faire sur toute l'année, on verra. Mais voilà, je pense que je connais bien toutes les époques. Je pense pas que je suis ni un Marc de l'époque actuelle, ni un vieux aigri qui trouve que c'était mieux avant. En toute objectivité, je pense qu'on est en train de vivre une particulièrement excellente année. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Particulièrement excellente aussi parce que quand on y réfléchit, comme je l'ai dit, il y a des lutteurs qui n'ont pas utilisé dans ce pay-per-view là. The Shield pas utilisé, Sheamus pas utilisé, Mark Henry pas utilisé, Big Show pas utilisé, qui sont quand même des bons lutteurs. Encore d'autres, Antonio Cesaro, etc. La WWE a quand même une profondeur de roster exceptionnelle, avec là une belle période. Voilà. Ça donne envie de voir la suite, et la suite ce sera Night of Champions. Apparemment l'affiche est plutôt alléchante, même si là il y a eu une blessure de Mark Henry qui casse un peu un match que j'aurais attendu avec beaucoup d'intérêt entre The Shield et Mark Henry Big Show. Donc c'est dommage, mais ça a l'air de s'annoncer plutôt pas mal comme pay-per-view. Voilà, j'ai pas parlé aussi du pré-show apparemment qui a pas mal plu. Bon, moi je l'ai regardé en avance rapide, donc je me permets pas d'en parler. A priori, le match entre Ambrose et RVD était pas mal. Maintenant, coupé de pub, c'est difficile de juger un match comme ça aussi, mais bon. Un truc en plus à ajouter à la qualité de cette soirée. Voilà. Donc je m'arrête là. J'attends vos commentaires, non seulement sur ce que j'ai raconté sur le pay-per-view, mais aussi éventuellement sur les notes sur 20, qui sait. Et puis je vous retrouve prochainement dans une vidéo qui sera probablement un point Puro numéro 2 avec des choses probablement sur le G1, peut-être sur la Dragon Gate, enfin voilà, je sais pas encore comment je vais l'organiser. Mais pour ceux qui ne regardent pas beaucoup de Puro, ça peut être une vidéo intéressante pour vous. Voilà, bye. J'ai oublié les awards, alors comme c'est un truc plutôt sympathique, allez, je reviens rapidement. Alors, allons-y, Match of the Night, logiquement, les notes sont là pour le dire, c'est le Bryan Cena, en ce qui me concerne. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse préférer le Brock Punk, il n'y a pas de problème. Top et flop, alors, flop pour moi, le gros flop de la soirée, c'est le Ring on Fire match. Maintenant, top et flop, normalement c'est top lutteur et flop lutteur, enfin bon, bref. Ex meilleur lutteur de la soirée est moins bon. C'est difficile parce que c'est pas vraiment de la faute de Kane et Bray Wyatt que le match Ring on Fire était pas bon. Maintenant, je dirais flop Bray Wyatt quand même parce que je pense que c'était le match où il aurait... Voilà, c'est son premier match en pay-per-view, c'est le premier match vraiment important pour lui, c'est peut-être même d'ailleurs le premier match dans le roster principal qu'il ait eu. Et du coup, on n'a pas plus d'informations que lui, on n'est pas spécialement convaincu qu'il soit bon. Et j'ai l'impression que, voilà, donner un match un peu fade et plutôt moyen lors de sa première sortie, alors que le gars arrive avec un beau momentum, ça coupe son momentum. Et du coup, je dirais que c'était peut-être à lui de sortir vraiment les tripes sur ce match-là et de sortir une perf d'anthologie. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu? Peut-être pas. Donc voilà, c'est un petit flop pour lui, tout petit, mais bon. Flop pour Bray Wyatt. Top lutteur, bon, alors là j'ai carrément hésité entre 5 gars, vous pouvez vous douter de qui c'est: Cena, Bryan, Punk, Brock Lesnar et Alberto Del Rio. Je vais le donner à Bryan quand même, parce que bon, il a été peut-être le meilleur lutteur des deux, c'est pas forcément évident avec Cena, dans le meilleur match de la soirée, donc logique. Et en plus c'est la star de la soirée, donc allons-y, je pense en plus que personne va venir contester ça. Move de la soirée. Alors le move moi sur lequel j'ai le plus trippé, bon après c'est difficile, c'est soit le leg drop de la troisième corde de Cena qui a été bumpé génialement par Bryan. Vous savez voilà. En plus il était bien amené dans le match parce que Cena venait de pas réussir à faire tomber sur Bryan après un attitude adjustment, donc assez logique qu'il tente un truc comme ça. Il était vraiment bien exécuté. Mais je vais peut-être le donner au moment où Lesnar, c'est un truc tout con, mais au moment où Lesnar projette Punk sur la table, mais vraiment n'importe comment, quoi. J'ai vraiment trouvé que ce bump là, je me suis dit, ouille, quoi. Vraiment, voir un mec tomber de super haut à travers 3 tables, quelque part ça m'impressionne moins que de voir un mec tomber n'importe comment comme ça, comme par exemple Mankind qui tombe du haut d'une cage à travers une table, mais vraiment à l'arrache, quoi. Il y avait encore les téléviseurs et tout, c'était vraiment n'importe quoi. Ou je me souviens aussi de Shawn Michaels qui était passé à travers une table dans son match contre Diesel, avec des tables qui sont venues dessus et tout, c'était vraiment n'importe quoi. Surtout ce côté complètement chaotique et wild comme ça, que j'aime bien. Donc, je dirais ça le move de la soirée, parce que c'est pas un truc que tu peux faire tous les soirs du tout, alors que passer à travers des tables, finalement, c'est pas très dangereux en soi. D'ailleurs, les tables, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est plus safe pour un lutteur de prendre un bump, par exemple la troisième corde jusqu'à l'extérieur du ring, à travers une table, que sans table. Donc voilà. Bref, alors que là, ça aurait été plus safe comme move s'il n'y avait pas eu de table, mine de rien, pour Punk. Donc voilà, un peu particulier. Et moment de la soirée, bon bah, évidemment, le final, le heel turn de Orton et Triple H, avec la surprise, avec le côté
un avant et un après, enfin un truc big de la fin de soirée, que à mon avis une partie du public n'a pas vu venir, moi y compris. Donc voilà, peut-être. Voilà, il y a eu pas mal de grands moments. J'aurais pu dire aussi, si on prend le meilleur moment à l'intérieur d'un match, peut-être le moment où Brock Lesnar a CM Punk sur ses épaules pour porter son finisher et n'arrive pas à se dégager de Paul Heyman, en train de gueuler et en étant tout rouge comme ça. Je trouvais que c'était un bon moment aussi. Voilà, bye.